Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité aujourd'hui est le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. La crise dans le détroit d'Ormuz a des impacts, notamment dans des pays insulaires comme le vôtre, sur les hydrocarbures. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la vie des Comoriens suite à l'explosion des prix du pétrole? Vous avez raison, les pays insulaires, on est très concernés. Et surtout, des petits pays. Parce qu'effectivement, le problème qu'on a sans le problème du Moyen-Orient, c'est que nous, on a une petite quantité à consommer et que le bateau qui amène notre quantité, il ne vient pas directement aux Comores. Parce qu'il ne peut pas venir, ça va lui coûter plus cher. Ou nous, ça va nous coûter cher. Il est obligé de faire le tour du monde pour débarquer avant d'arriver. Là, déjà, sans le problème du Moyen-Orient, on avait ce problème-là. D'autant plus que malheureusement, on n'a pas une capacité de stockage conséquente. Et maintenant, avec ça, effectivement, ça se complique. Mais on n'a pas le choix, on est en train de gérer. On a mis du temps pour essayer de voir comment on va revoir les prix des hydrocarbures, mais avec le temps, on a dit que non, non, non. On vaut mieux agir un peu tôt. Donc là, on a pris des mesures, mais on va voir selon la situation, comment elle va évoluer, comment on va revoir les mesures. Est-ce que vous pouvez les détailler? Il y a une hausse donc, du prix des hydrocarbures. De quel ordre? Quand? Ben, écoutez, ça a commencé. Il y a un arrêt qui est déjà sorti, que ce soit le gasoil, l'essence, ce qu'on appelle le pétrole lampant. Donc ces produits-là, ils sont tous, on les a vus à 35%. Bon, mais C'est là, beaucoup. ouais, c'est beaucoup, mais c'est moins par rapport à la perte que la société va. Derrière nous, on doit consommer le gap, parce que là, les 35%, ça ne résout pas le déficit des hydrocarbures. L'État doit mettre la main dans la poche. C'est pourquoi on a pris des mesures accompagnatrices par rapport aux consommateurs, par rapport aux producteurs, par rapport aux commerçants. Mais aussi, on a demandé aux fonctionnaires qui ont des avantages un peu plus par rapport aux autres de contribuer. Donc, ils ont accepté, ils vont donner 50% de leur avantage pour essayer de voir comment on va pallier le gap par rapport à la montée qu'on a fait. Voilà le problème. Donc, c'est parti. D'ailleurs, il y a des consultations qui ont commencé. Depuis hier, on est en train de discuter pour essayer de les convaincre que Vous craignez pas une crise sociale quand même? Parce que vous demandez beaucoup de sacrifices aux Comoriens qui vivent déjà difficilement. Bon, difficilement, je pense que, bon, c'est sans être prétentieux comparativement à d'autres pays, quand même, de ce côté-là, on a évolué. Que ce soit la croissance, le PIB, tout a évolué. Et même, effectivement, sur le plan, ça fait des années, il n'y a pas de pénurie. Alors que nous, on dépend des imports. Donc, ça veut dire qu'on avait une situation, c'est bien difficile, mais quand même, ça fait longtemps, on n'a pas vu de problèmes sociaux par rapport à ça. Mais ça, effectivement, on craint qu'il y ait des problèmes sociaux compréhensibles ou aussi qu'il y ait des gens qui les manipulent. Ce qu'on leur a dit. On a un choix. Soit on a de la pénurie, on a un produit qui est cher. Si le produit est cher, nous, l'État, on va s'engager pour voir comment on va faire en sorte que les consommateurs, la population, essayent de vivre ça. En tout cas, on en fait partie. Donc là, on va faire ça, mais on préfère ne pas avoir une pénurie parce qu'on a pénurie, c'est l'État elle-même qui va bloquer, il n'y aura pas d'action. Il y a un risque donc de pénurie. Le risque de pénurie, non, non. On a fait les commandes, comme déjà arrivé. On a fait, bon, le risque, il est par rapport aux tournées. Mais nous, dans le cadre de paiement, donc on a mis la main dans la poche, on n'a pas de risque de paiement, nous. Mais lorsque le bateau part pour arriver ici, pendant combien de temps il va mettre pour revenir, voilà un peu la perte. Donc il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, bien sûr. En plus de cela, les États-Unis, Donald Trump notamment, mais aussi les Européens, ont quand même substantiellement coupé l'aide au développement aux pays les plus pauvres. Quel impact cela a chez vous, cette réduction de l'aide au développement? Alors c'est vrai qu'on dit qu'il ne faut pas en dépendre, mais malgré tout, ça permet de mettre de l'huile dans les rouages. Tout à fait. Bon, quand même, l'Union européenne, c'est un partenaire privilégié de l'Afrique. Nous aussi. Mais d'abord, je l'ai dit, on salue la position de l'Union par rapport à la guerre du Moyen-Orient, parce que c'était un allié des États-Unis. Il n'a pas tombé dans le piège de rentrer dans la guerre, mais au contraire, il s'oppose. Il faut en sorte qu'il y ait une solution à ce problème. Donc là, on salue l'Union européenne par rapport à cette position, surtout la France. Mais par rapport effectivement à la coopération avec l'Union européenne, c'est une coopération pérenne. Quand même, d'ailleurs, c'est parmi les partenaires privilégiés que nous avons, l'Union européenne, on le salue. Comment on coopère avec eux. Mais effectivement, quand ils diminuent, c'est leur souveraineté. C'est à nous de s'adapter. Même si c'est une aide ou c'est un prêt, c'est à nous de s'adapter parce que quand ils donnent par rapport à sa disponibilité. Et l'Union européenne n'a pas que les Comores.
Il n'a pas que l'Afrique. Il a des problèmes aussi à l'intérieur de l'Europe qu'ils doivent gérer. Donc c'est tout à fait compréhensible et c'est à nous de nous adapter à ce phénomène-là. Bon, aujourd'hui, l'Union européenne qui dit que demain, les autres institutions privées ou financières ne vont pas poser le même problème. Nous, il y a un comité ad hoc qui est assis pour essayer d'étudier, bon, gérer cette situation, mais aussi prévenir par rapport aux éventuels problèmes qui peuvent se poser. Alors, vous avez mentionné la France. Il y a évidemment un grand sujet entre les Comores et la France, c'est Mayotte. Vous aviez fondé, je pense, beaucoup d'espoir en une solution avec le président Macron. Il lui reste 1 an de mandat. Les choses ne semblent pas bouger. Peut-être que vous allez me donner tort. Est-ce que vous êtes déçu? Cette situation-là, ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre. Ça fait 50 ans. Donc, effectivement, si on lance un problème, les espoirs étaient là. Bon, mais effectivement, avec les problèmes internes que Macron a eu à gérer sur le plan interne, fait qu'effectivement, comme ils disent les Gaulois, on commence par balayer devant sa propre porte. Donc, effectivement, ici, on n'a pas pu avancer, même si l'idée de dialogue était là, n'a pas avancé. J'ose espérer qu'avec son remplaçant, avec son successeur, on va continuer parce que pour nous, le problème de Mayotte, ça, effectivement, il n'y a pas de débat. Il y a la souveraineté. Mais le problème de Mayotte, c'est que malheureusement, les 3 fois que Bob Denard est venu à Moroni, il est passé par Mayotte. Donc ça devient quand même une base pour nous déstabiliser. D'ailleurs, maintes fois, on a eu des problèmes, des jeunes qui sont venus de Mayotte, qui sont venus commettre n'importe quoi, puis sont repartis. Donc le Mayotte et les Comoriens souveraines, les Mahorais, eux aussi, moi je leur dis, c'est des frères. On a tout ensemble, que ce soit la culture, la religion ou les gens. Moi, j'ai ma femme qui a des demi-frères, demi-sœurs à Mayotte. Donc, on a tout qui nous lie, mais fait ce problème politique, effectivement, qui nous sépare. Moi, je dis à mes frères mahorais, laissez ce problème, je vais le discuter avec Macron. Mais nous, on commence par... Mais ça n'a pas marché. Mais vous reconnaissez un échec quand même de ce point de vue-là. Pas un échec, ça n'a pas marché, mais c'est pas... je ne me décourage pas. En tout cas, j'ai commencé avec Chirac. Oui. Avec Hollande. Malheureusement, c'est Sarkozy avec lequel je n'ai pas discuté. D'ailleurs, c'est lui qui a qui a départementalisé. C'est sous Sarkozy. Mais je commence avec Chirac, je commence avec Hollande, continue avec Macron. Moi, je ne me décourage pas. Et moi, en 2029, celui qui va prendre ma place, je vais lui donner le flambeau. Il faut qu'il continue pour qu'on ait une solution à ce problème-là. Parce qu'on a besoin d'une solution, mais on n'est pas comme Zelensky, on n'a pas les armes pour nous battre. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est le dialogue, essayer de convaincre qu'ils comprennent que les 4 îles ensemble, c'est pour l'intérêt de nous et d'eux. Alors, vous n'avez peut-être pas les armes de Zelensky, mais il y a une arme qu'on vous accuse d'utiliser, c'est l'arme démographique, à savoir envoyer des gens à Mayotte régulièrement. Que répondez-vous à ces accusations? Je pense que c'est du faux. Ce n'est pas moi qui les envoie d'ailleurs. Moi, j'en ai dit, même fois, même Sunni. Moi, je convainc les Comoriens que ce n'est pas la peine de prendre le risque d'aller à Mayotte au risque de votre vie. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de voir ce qui les envoie à Mayotte, si on peut les satisfaire à Moroni. En ce temps-là, on les empêche d'y aller. Lorsqu'ils vont y aller, en sécurité, revenir. Donc, ce n'est pas nous, au contraire, c'est des réseaux qui sont à Mayotte, qui profitent de ces gens-là pour prendre l'argent. Vous savez, le visa, quand on veut un visa pour la Mayotte, c'est 50 €. Mais quand on prend le Japawa, c'est 1 000 €, 1 500 €. Et là, le pauvre Comorien, Comorien, qui est utilisé, on lui donne 2 €, mais il y a un réseau fort là-bas. D'ailleurs, les gens qui ne rentrent pas dans le réseau sont les gens qu'on coule à la mer. Mais ceux qui rentrent dans le réseau, ils y vont tranquillement et puis il n'y a pas de problème. Donc ce problème-là, effectivement, c'est un problème, ce n'est pas nous. Nous, au contraire, moi j'ai dit aux Comoriens, ne prenez pas le risque. Mayotte est comorienne, mais comme maintenant vous empêche d'y aller, il ne faut pas prendre le risque pour votre vie. Mais moi, c'est facile à dire. Mais est-ce qu'il va là pour la santé? Est-ce que pour l'éducation? Il va là parce qu'il pense que chez lui, il n'a pas de quoi réussir. Donc, d'une certaine façon, il part parce que chez vous, c'est moins bien, si je peux me permettre. Bon, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, sur le plan de l'emploi des jeunes, on n'a pas encore réussi. On est dans la bonne voie, mais on n'a pas encore. Mais non, parce qu'effectivement, la vie au Comores, elle est meilleure qu'en France. Nos amis de la diaspora, quand ils viennent à Bordeaux, ils le disent. Ah bon? Donc la vie au Comores est meilleure qu'en France, plutôt qu'à Madagascar, plutôt qu'à Mayotte. Mais ceux qui vont là-bas parce qu'ils vont aller à l'école, ils vont faire la santé, bon, les autres vont la faire. Mais l'envie que on pense que là-bas c'est meilleur qu'ici. Mais le malheur, c'est que quand ils y vont, ils ne peuvent pas retourner parce qu'ils peuvent regarder encore. Quand il n'y avait pas le visa,
aucun grand Comorien ne reste à Mayotte. Il est là pour voir sa famille, ça, il revient, mais avec le visa, quand on y va, on ne peut pas revenir parce qu'on ne sait pas si on peut y aller encore. On a parlé de la présence russe dans la région, à Madagascar. On en parle aussi chez vous. On sait qu'il y a des tensions entre Paris et Moscou. Est-ce que vous voyez l'ouverture d'une ambassade, une présence russe aux Comores comme quelque chose de légitime ou au contraire qu'il faut éviter? C'est légitime. Moi, je rassure mes partenaires français, malgré ce contentieux. Depuis 1978 jusqu'à maintenant, on a une coopération avec la France. Une ambassade à Paris, une ambassade à Moroni. Et puis aussi, dans le cadre du développement, la France nous accompagne. La conférence de Paris qu'on a faite en 2019, la France a contribué pour 150 millions. C'est pour vous dire qu'on a une coopération malgré ce contentieux. Et c'est pourquoi, comme a dit Mitterrand, il faut abroger ce contentieux. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce que Moscou est là ou la Chine est là qu'on ne va pas avoir de relations avec la France. Hein? Ce n'est pas ça. Donc, moi, je dis, ce serait un grand honneur pour moi que les 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, chaque membre ouvre une ambassade à Moroni. Donc il va y avoir une ambassade russe à Moroni. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, moi, j'ai demandé aux États-Unis. J'ai demandé aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils ont dit, on va voir. D'ailleurs, il y avait une ambassade américaine là-bas. Il a fallu malheureusement. J'ai demandé aux États-Unis. J'ai dit aux Français que, écoutez, il y a une ambassade russe à Paris. Vous ne l'avez pas envoyée. Mais comment vous pouvez avoir une ambassade russe à Paris et je ne vais pas en avoir une ici? La Russie, c'est un partenaire. Il y a des études en Comorien qu'on fait la Russie. Mais on a un partenariat. C'est à nous de voir la priorité des partenaires. Ça peut être un partenariat militaire aussi ou... Non, de ce côté-là, déjà, on a de la coopération militaire avec beaucoup de pays, mais de ce côté-là, c'est pas bon. On n'a pas encore signé, ils vont ouvrir l'ambassade, il y a des partenariats, mais nous, on va voir la priorité et puis on va voir les risques à mesurer. Donc, on ne peut pas prendre ce risque-là. Merci beaucoup, Monsieur le Président Assoumani, d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur nos antennes.